Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 7 juin 2023. Tout de suite, on les détails des informations de ce jour. Après le 10 juin, la date prévue pour l'arrêtage de la liste électorale, les citoyens disposeront encore d'un délai de 20 jours pour vérifier les informations les concernant ou inscrire leur nom sur la liste électorale auprès du bureau de Foukountan selon la déclaration du président de la CENI à Miarnarive. Par ailleurs, les CLRE et CEC dans cette localité ont également perçu leur indemnité durant cette descente. Les détails avec Céline Khanirlant. À l'issue de la dernière journée de la clôture des inscriptions sur la liste électorale, le 31 mai, la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, a enregistré 10 358 575 électeurs inscrits selon les statistiques publiées par cette commission. Ce chiffre est déjà acceptable, même s'il est encore en dessous des 13,5 millions visés. Dans cette perspective, après le 10 juin, la date prévue pour l'arrêtage définitif de la liste électorale, les citoyens ont encore 20 jours pour vérifier les informations les concernant. Les nouvelles inscriptions seront également possibles auprès de chaque Foukountan, selon la déclaration faite par Dame Andianar Seydou, président de la CENI, lors d'une descente d'une équipe de la CENI dans la commune de Miarnarive, région Itas. Une descente au cours de laquelle les indemnités des membres de la CLRE ont été remises. Des consignes concernant les travaux à effectuer après le 10 juin ont été également données à ces derniers. Et la CED et CID ont également bénéficié de groupes électrogènes pour mener à bien leur travail. Dans le cadre de la clôture du mois de la protection sociale en mai dernier, il y a eu une consultation pour améliorer la stratégie nationale de la protection sociale à Madagascar. Pour l'atelier de consultation qui s'est tenu aujourd'hui à Nous, le thème abordé a été la protection sociale des contribuables. L'objectif est d'impliquer tous les secteurs concernés par la protection sociale. La stratégie nationale de protection sociale qui devrait être achevée avant la fin de cette année. Mervelet Sferan sur les images de presse d'Enilson. La vision du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme d'en faire l'inclusion de la protection sociale contributive dans l'élaboration de la stratégie nationale de la protection sociale. L'un des points importants qui ressort de cette consultation est l'amélioration de la qualité de l'offre et la sensibilisation à la protection sociale contributive et la divulgation de la responsabilité de l'État. Les employés sont les concernés par cette protection sociale contributive car ce sont les cotisations mensuelles prélevées sur le salaire ou versées par l'employeur qui permettront de bénéficier de la protection sociale sans cotisation. Toutefois, il existe déjà un projet qui vise à l'étendre aux travailleurs indépendants. Ensuite, les constructions à Madagascar doivent respecter des normes particulières de protection contre le changement climatique et les catastrophes naturelles. Madagascar ne peut plus échapper à cette stratégie car nous vivons déjà en plein changement climatique. Dans cette optique, la CPGU a procédé à la formation de tous les ingénieurs et techniciens au sein du ministère des Travaux publics. L'objectif est de renforcer les compétences et la capacité des techniciens à faire face aux dégâts tels que les glissements de terrain et les inondations selon les informations. Andiana Martina sur les images de presse d'Enilson. À la suite des catastrophes naturelles, nombreuses sont les routes qui ont été endommagées, voire impraticables à Madagascar. Face à ces dégâts, nous avons dû établir des normes particulières pour que Madagascar dispose d'une infrastructure routière durable et solide face au changement climatique, selon les explications. La CPGU ainsi que le programme PACT, financé par la Banque mondiale, a ainsi élaboré des stratégies pour assurer la pérennisation des routes à Madagascar. Dans ce sens, la CPGU doit procéder à la formation de tous les techniciens et ingénieurs impliqués dans la construction des routes en vue de ce projet qui en est maintenant à sa 3e édition. Tous les techniciens au sein du ministère des Travaux publics, ainsi que les directeurs régionaux des Travaux publics d'Analamanque, Vadvav, Vitfnan et Atsimoetsnanen ont bénéficié de cette formation. Quant aux régions Bowen et Atsinanen, elles ont déjà reçu une formation sur le changement climatique et les infrastructures routières selon les informations.
Le lycée Analamaïn a fait l'objet de renforcement et de partage d'informations sur le projet transport par câble de la part de l'équipe du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui. Ce lycée est parmi les établissements au-dessus desquels passera le transport par câble, raison pour laquelle le partage d'informations y a été tenu. Le partage d'informations servira à apporter des explications et de dissiper les doutes des élèves face à ce nouveau moyen de transport qui sera implanté dans la capitale. Les élèves sont parmi les premiers bénéficiaires du projet de transport par câble dans la capitale. Des tickets gratuits leur seront distribués quand le projet sera achevé selon les explications des responsables. Ce matin, l'équipe du secrétariat en charge des nouvelles villes et de l'habitat est venue au lycée d'Analamaïn pour renforcer le partage d'informations, apporter des explications sur le projet et répondre aux questions qui taraudent les élèves sur le projet transport par câble. Selon Arin, un élève en classe de seconde au sein du lycée Analamaïn, beaucoup de craintes se sont créées autour de la mise en place de ce projet au sein de la société, mais depuis qu'il a reçu des explications sur le projet, tout a été clair. Nous avons besoin du projet pour améliorer le domaine de la circulation et éviter les embouteillages, souligne Arin. Cathy et Nanjian sont également du même avis. Pour elle, le projet apporte du développement dans le domaine du transport dans le pays et permettra d'être à l'heure, que ce soit pour les élèves que pour ceux qui travaillent. Madagascar a le droit de jouir du développement, comme le transport par câble, selon le proviseur du lycée Analamaïn aujourd'hui. Selon Rantamalalaleya Clarisse, les élèves avaient besoin de ce partage d'informations car ils sont en quelque sorte des ambassadeurs au niveau de la société. Ils pourront ainsi véhiculer des messages positifs sur le transport par câble, car bon nombre de rumeurs circulent sur le projet. De plus, selon elle, les élèves ont été rassurés en termes de sécurité, entre autres, mais aussi de la praticité de ce nouveau transport qui sera implanté dans la capitale. Outre le lycée d'Analamaïn, le lycée Gigi Béarvel, le VP d'Ivange, le LTP d'Alarbi ont été déjà fait l'objet de tels partages d'informations. Cela se poursuivra dans d'autres établissements, au-dessus desquels passera le TPC. Les infrastructures du gouvernement répondant aux besoins de la population dans la commune d'Ivat, district d'Ambouidjetchim, sont en cours de finition. Infrastructures sanitaires et sociales, mais aussi une école Manara Pinch. La commune en a bénéficié selon le maire. Fajesena Mireille sur les images de Yves Chanel. Le centre d'entreposage de vaccins dans la commune d'Ivat est en cours de construction. Cette infrastructure contribuera à l'amélioration des offres de santé. Ivat a également bénéficié de Building Moore et d'un bureau régional de la police nationale. Et actuellement, le CEG d'Ivat est en cours de rénovation grâce à la collaboration de la commune avec la région d'Analamang. En effet, la dernière réparation a eu lieu il y a 10 ans et la vétusté des lieux présentait un danger pour les 800 élèves. Selon le maire Penzran Janarsou, le gouvernement a réalisé des travaux qui apportent le développement pour la commune et la population. Par ailleurs, les habitants de cette municipalité bénéficient également de l'opération Karatan Faoubé. Dans un tout autre sujet, le casting en ligne est désormais ouvert à ceux qui souhaitent participer au concours de chant La Voix d'Or organisé par Viva. Les candidats peuvent y participer sur la page Facebook La Voix d'Or en envoyant une vidéo de chant dans le message privé. Ce casting en ligne sera jugé de la même manière que tous les candidats ont été déjà jugés dans les régions où l'équipe de Viva est déjà passée, ce qui signifie qu'il existe deux catégories pour les enfants de moins de 13 ans d'un côté et pour les plus de 13 ans de l'autre côté. Amiana Martina, Sylvain et Sej Adjianaup nous en disent plus. Après le casting pour le concours de chant La Voix d'Or à Antananarivo, à Batunjazak, Touamasn, Madzang, à Tirabé et Fianarantsu, le casting en ligne est désormais ouvert pour les autres régions où l'équipe de Viva n'est pas encore passée. À noter que c'est le premier casting en ligne pour ce concours de chant. Ceux qui souhaitent participer peuvent envoyer une vidéo de 2 minutes max en message privé sur la page Facebook de La Voix d'Or et cela jusqu'au 20 juin.
Il convient de noter que ce casting en ligne sera jugé de la même manière que tous les candidats qui ont été jugés dans les régions où l'équipe de Viva est déjà passée. Pour cette édition, il existe 2 catégories pour le concours de chant La Voix d'Or. Première catégorie pour les moins de 13 ans et deuxième catégorie pour les plus de 13 ans. Les lieux où l'équipe de La Voix d'Or est déjà passée, à savoir Antananarivo, Ambatondjazak, Tuamasin, Mahajanga, Atirabé et Fianarantsoa, ne peuvent plus participer au casting en ligne. Les amateurs des 2 roues se rassembleront dans le cadre d'un événement qui se tiendra à Ivat à partir de ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. Ils seront également sensibilisés sur le code de la route. Les amateurs de 2 roues sont de plus en plus nombreux actuellement. La raison réside dans l'économie de temps grâce à leur utilisation, sans parler de leur faible consommation en carburant. Leur utilisation nécessite pourtant de la vigilance pour éviter les accidents de circulation. Ainsi, des sensibilisations seront faites par la fédération lors du Moto Show du 9 au 11 juin à Ivato. Ce sera également une occasion de regrouper les amateurs et les concessionnaires, explique le responsable Ridra Timbazafi. À part cela, des démonstrations ainsi que des initiations à la conduite auront lieu également. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales annoncées par la protection civile, juste après les inondations meurtrières, la partie ouest d'Haïti a affronté un séisme qui a fait plusieurs morts et des blessés ce mardi. Reportage sur les images de France 24. À Léogane, au sud-ouest d'Haïti, ses habitants tentent comme ils le peuvent de nettoyer les rues. Ces derniers jours, des intempéries ont causé des inondations et des glissements de terrain dans 7 des 10 départements du pays. En 15 minutes, l'eau est montée au niveau de mes genoux. Le temps que j'aille chercher mon passeport, elle était déjà au niveau de mon ventre. Je me suis donc réfugiée en haut de l'escalier. J'ai failli être emportée par les eaux. Selon l'ONU, 37 000 personnes ont été affectées par les pluies. Près de 14 000 ont dû être déplacées. Au total, des centaines de maisons ont été détruites. Certains habitants ont tout perdu. J'ai perdu un enfant dans les intempéries. La rivière débordait. Comme vous pouvez le voir, on a tout perdu. Je suis tout nu. Il faut que le Premier ministre fasse quelque chose. Face à la catastrophe, le Premier ministre Ariel Henry a activé le centre d'opération d'urgence nationale, alors que la saison cyclonique commence tout juste en Haïti. Avant même ces inondations, le pays faisait déjà face à une crise humanitaire sévère. Près de la moitié de la population a besoin d'assistance humanitaire, un chiffre qui a doublé en seulement 5 ans, selon l'ONU. Côté Soudan, plus de 13 000 Soudanais ont fui les combats meurtriers entre l'armée soudanaise et les paramilitaires et cherchent désormais refuge en Centrafrique voisine, à Dafok, à la frontière entre les 2 pays. Les travailleurs humanitaires de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés les enregistrent et leur fournissent de la nourriture, de l'eau et un abri. France 24. أنا نقعد نشتغل هنا نخرفه زارت كمان نرجع في مهننا كم رهبي. We came here just we're looking for a good place. We don't know that the time of the war is stopped, so that's why we left. Les demandes sont intenses en nourriture, en abri et aussi en eau. Nous essayons de fournir de l'eau avec les moyens de bord que nous avions trouvés localement. Ça veut dire que ce sont des chevaux qui transportent les 400 litres.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé mardi en Arabie Saoudite pour un déplacement ayant pour but de stabiliser les liens entre Washington et Riyad après des années de désaccords. France 24. L'objectif assumé est bel et bien le réchauffement de la relation entre Riyad et Washington, puisque concrètement, même si Joe Biden avait serré la main de Mohammed Ben Salman il y a un peu moins d'un an, l'échange n'avait pas particulièrement marqué le dégel, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut rappeler qu'après l'affaire Khashoggi, ce journaliste assassiné sur ordre de MBS, le président américain avait déclaré que l'Arabie Saoudite était tout simplement désormais un État paria. C'était avant la guerre en Ukraine évidemment et la crise de l'énergie qui a suivi, faisant de l'Arabie Saoudite à nouveau un interlocuteur. Et donc, dans le fond, c'est bel et bien la réalité de la situation internationale qui contraint la diplomatie américaine à renouer avec le prince héritier. La rencontre qui a eu lieu à Jeddah entre le chef de la diplomatie américaine et Mohammed Ben Salman a duré une quarantaine de minutes et elle n'était concrètement qu'une introduction aux échanges des prochaines 24 heures entre les deux hommes. Il sera évidemment question de la stabilité de la région, de la normalisation de la relation avec l'État d'Israël, ce qu'Anthony Blinken avait annoncé à Washington dès lundi devant la communauté juive américaine. Mais il va s'agir également de l'interminable guerre au Yémen, des pourparlers au Soudan et de la lutte commune contre l'organisation État islamique, vous l'avez dit. Mais disons-le, en dehors d'une consolidation des relations diplomatiques de façade, l'objectif central de la diplomatie américaine dans cette visite est bel et bien de freiner le rapprochement entre Mohammed Ben Salman et Pékin. La politique menée par Xi Jinping dans la région inquiète Washington, c'est une réalité. Le tandem sino-turc a déjà court-circuité le département d'État, ce qui agace passablement Joe Biden. Alors bien sûr, Anthony Blinken a fait savoir aux quelques journalistes occidentaux qui l'accompagnent dans sa visite que le sujet des droits de l'homme a effectivement été évoqué, mais clairement, l'affaire Khashoggi paraît déjà bien lointaine et ne pèse plus très lourd, ne serait-ce que face au marché considérable que représente l'Arabie Saoudite pour l'industrie de l'armement américaine. Rien que ça. On l'a dit, il y aura d'autres rencontres qui, celles-là, donneront lieu à des déclarations communes et certainement plus précises sur les termes des accords qui pourraient en émaner. À suivre donc. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.